Trois invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Béguet est à nos côtés, directeur de la gestion action de Lazard Frères Gestion. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Alexandre Taïeb, également avec nous en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management et bienvenue à Hervé Gouletker qui nous accompagne à distance par téléphone ce soir. Bonsoir Hervé. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Senior Economic Advisor chez Accuracy. Eh bien, commençons justement avec la vue de l'économiste sur ce chiffre d'inflation, un chiffre d'un mois qui ne fait pas une tendance, d'après ce que je comprends, Hervé, mais est-ce qu'il y a quand même des enseignements intermédiaires à retirer de cette marque d'inflation américaine aux États-Unis pour le mois d'avril, qui crée la surprise, puisque les chiffres sortent très au-delà des attentes. C'est vrai que le consensus est difficile à se former en ce moment, mais les chiffres sont quand même assez spectaculaires, que ce soit sur la partie totale, plus 4,2%, mais également sur la partie sous-jacente, l'inflation dure, l'inflation cœur, qui ressort à un rythme de 3% sur un an. Quels sont les enseignements que vous retirez de cette publication, Hervé ? Alors, il ne faut pas se cacher, c'est une surprise. Quand le chiffre est tombé plus tôt cet après-midi, c'est vrai que moi je m'y suis pris à deux fois. J'ai d'abord cru à une erreur. Alors, au-delà de la surprise, il y a trois commentaires à faire. Je crois que le premier, c'est que quand on voit la décomposition composante par composante, on a envie de dire que ce chiffre porte à la fois la trace d'une économie fermée du fait de l'épidémie et d'une économie qui commence à s'ouvrir du fait de la quasi-victoire ou semi-victoire sur l'épidémie. Je m'explique. Par exemple, vous avez une forte accélération du prix des voitures d'occasion, du prix de l'ameublement. Ça, c'est tout à fait révélateur de ce qu'était l'économie américaine pendant le confinement, même si le confinement n'a pas été très fort là-bas. Et puis, vous observez les billets d'avion, vous observez les nuitées d'hôtel qui accélèrent elles aussi. Et ça, c'est révélateur d'une économie qui commence à s'ouvrir. On n'aura pas ce double mouvement en même temps durablement. On va passer du premier au second et vraisemblablement, ça fait dire qu'on devrait avoir des chiffres de hausse de prix moins forts demain. Le deuxième commentaire, c'est de dire qu'au-delà des chiffres de l'inflation, pendant cette période de réouverture de l'économie, on va être surpris. On peut se dire on va avoir tout plein de croissance. Il n'empêche que les chiffres vont aller dans tous les sens. C'était le cas des chiffres de l'emploi. Il y a une semaine, on avait été déçus. C'est le cas aujourd'hui des chiffres des prix à la consommation. On est incroyablement surpris une fois encore. Et mon troisième commentaire, pour revenir sur les prix, c'est de dire que normalement, le régime des prix ne devrait pas être fortement influencé par cette crise épidémique. Oui, certains prix vont accélérer, certains prix vont ralentir, donc les prix relatifs vont bouger, mais il n'empêche que le régime ne devrait pas changer dans une inflation sans doute toujours faible, mais pour cela, on n'en est pas complètement sûr, parce que le monde de demain ne se dessine pas très bien, et je pense qu'il faut regarder deux choses. La formation des coûts salariaux, d'une part, alors les salaires, d'une part, mais la productivité aussi. Regardez en fait le coût unitaire du travail, le premier moins le second. Pour le moment, il se comporte très bien. Les salaires vont sans doute accélérer progressivement avec la baisse du chômage, mais en même temps, on voit bien, les entreprises nous disent, dans ce monde incertain, elles cherchent à être plus efficaces. Ça devrait faire plus de gains de productivité, donc il faut regarder cette dynamique de l'une des variables par rapport à l'autre. Et puis, il faut regarder les anticipations inflationnistes. On parle beaucoup d'inflation, donc ça peut ébranler les investisseurs, ébranler les observateurs. Pour le moment, quand on regarde du côté du marché, les anticipations inflationnistes, soit elles se normalisent, soit, plus intéressant encore, quand vous regardez la courbe des break-even, donc des anticipations du marché année après année, elle connaît une inversion. C'est-à-dire que demain est moins élevé qu'aujourd'hui. Donc pour le moment, le message, même s'il y a des corrections, ce message est plutôt rassurant. Il faut voir comment tout ça va évoluer parce qu'on parle tellement du risque de l'inflation que ça peut avoir, au-delà de l'objectivité des chiffres,
ça peut avoir une capacité à ébranler un peu tout le monde. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est ça, la manière dont le marché est saisi par l'inflation, c'est déjà un sujet en soi. Mais ce que vous nous dites, Hervé, au final, c'est que le marché accepte l'idée d'une bosse ou d'effet transitoire, conjoncturel dans ses prix, dans l'inflation américaine. Et donc, du point de vue de la Fed, ça ne change rien a priori, Hervé. Je pense que la Fed sait très bien qu'avec l'épidémie, la sortie de l'épidémie, toutes les séries économiques sont malmenées, qu'il s'agisse d'activité et de prix. Si on voulait dire les choses simplement, la Fed va sans doute moins regarder l'inflation en glissement sur un an, parce que dans ce cas-là, on va se trimballer, excusez-moi l'expression, les chiffres d'avril pour encore longtemps. Donc ça veut dire qu'en fin d'année, on aurait, avec une normalisation, un indice d'ensemble qui enregistrerait un glissement sur un an pas très loin de 4%, un indice cœur avec un glissement sur un an pas très loin de 3%, ça devrait la mettre mal à l'aise. Donc elle va élargir son regard. Disons qu'elle va prendre l'inflation non pas sur un an, mais sur 2 ans. Et dans ce cas-là, on devrait garder des chiffres autour de 2%, qui devraient lui permettre de maintenir le discours de la patience. Mais en fait, tout le point, c'est qu'il va falloir qu'elle communique et qu'elle arrive à convaincre le marché que c'est comme ça qu'il faut voir l'évolution des prix. Et on sent que le marché, même s'il est prêt à croire la Fed, a besoin d'être convaincu. Et il y aura des piqûres de rappel à faire de la part de la Banque centrale vers le marché. Bon, c'est un débat vivant et animé qui s'annonce. Donc, Alexandre Taïeb, vos commentaires peut-être sur le chiffre en tant que tel. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est alors le price action. Comment est-ce que le marché réagit à 14h30 tout à l'heure quand il voit tomber ce chiffre? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Quelles sont justement les réactions de marché qui vous ont intéressé? Et globalement, sur les actions, tout baisse. Et puis après, sur l'Europe, ça se reprend très vite puisque relativement, c'est quand même assez favorable pour les actions européennes. Mais sur le concept même du chiffre d'inflation qui est sorti, même si Hervé a dit beaucoup de choses, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier sur le côté transitoire ou pas, c'est que cette inflation a été aussi beaucoup poussée par l'augmentation du prix des matières premières qui est extrêmement fort depuis un an. Et ça, je pense que c'est un peu plus là pour durer que seulement transitoire. Et cette inflation, je pense qu'elle est assez dangereuse pour le marché. Ça peut faire baisser le marché puisqu'on a 2 types d'inflation. L'inflation libre d'un côté, on l'a décrite, donc l'ameublement, les voitures d'occasion, etc. Et l'inflation contrainte, globalement, énergie, logement et alimentation. Et aujourd'hui, on voit toutes les matières premières qui augmentent très fortement, et c'est entre 30 et 40% de variation de prix, que ce soit sur les métaux industriels, les métaux précieux ou les matières premières agricoles. Et ça, à mon sens, c'est fait pour durer, puisque les métaux industriels, on en a besoin pour tout ce qui est transition énergétique. Bon, les matières premières agricoles, on sait pourquoi on en a besoin. Ouais. Donc, à mon avis, il y a une base d'inflation qui va être plus élevée à long terme, même si ce chiffre très important de 4,2% sur l'inflation headline, c'est juste, comme vous dites, une bosse. Et puis sur la réaction du marché, globalement, on a eu une hausse du dollar assez forte. C'est logique, puisque le marché anticipe de plus en plus que la Fed prenne des mesures. Je pense que pour soulager le marché, il faudrait que la Fed intervienne enfin et que le marché arrête d'anticiper une intervention de la Fed. Ce serait probablement beaucoup plus simple et qui nous dise quelque chose, un petit peu comme ce qu'avait fait Christine Lagarde, de dire mon programme, il est modulable. Si on a besoin de plus, j'achèterai plus. Si on a besoin de moins, j'achèterai moins. Aujourd'hui, peut-être que l'économie qui redémarre d'un coup a besoin de moins d'achats. Peut-être qu'il peut ralentir pour se redonner un peu de marge de manœuvre. D'une certaine manière, vous dites, il y a l'idée dans le marché, ou chez certains en tout cas, que il y a la peur que la Fed soit aveugle face à ce régime d'inflation, alors peut-être un peu moins transitoire que prévu. Et certains aimeraient bien que la Fed ouvre les yeux d'une certaine manière. Le mot transitoire est de plus en plus moqué par certains observateurs de marché. Surtout quand ce chiffre-là sort, on se dit, c'est pas si transitoire que ça. Il faudrait que la Fed fasse quelque chose. Maintenant, attention pour le marché de ne pas trop anticiper. On a vu un petit aplatissement de la courbe avec la partie 5 ans qui augmente sur les taux US, ce qui peut montrer que le marché anticipe de plus en plus aussi une hausse de taux de la Fed. Je ne pense pas que la Fed fasse ça tout de suite. Ça casserait probablement le rythme de reprise. Donc, c'est pas son intérêt non plus, puisque la Fed regarde l'inflation, mais aussi l'emploi et la croissance.
Donc, dans l'ensemble, je pense que la Fed doit dire autre chose, du moins, que ce qu'elle a dit depuis plusieurs mois. Il faut que le discours évolue quand même. Ce serait pour vous difficile de comprendre qu'en juin, 15 et 16 juin prochain, la Fed soit calée sur le même discours encore que celui du mois d'avril. Ah oui, là c'est très compliqué, même vis-à-vis des autres grandes banques centrales. Sans forcément prendre de décision, hein, c'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Mais au moins dans le discours, dans le phrasé, il y a quelque chose à changer. Et le marché anticipe que ça pourrait être un régime d'inflation... alors un peu plus élevé que l'historique, moins transitoire que prévu, c'est quelque chose qui est intégré. Ça veut dire quoi? Ça peut durer plusieurs mois quand même à ce rythme-là? En tout cas, son anticipation n'est pas transitoire. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois maintenant qu'il y a un sell-off sur les valeurs les plus chères. Le marché commence à anticiper vraiment depuis, disons, le vaccin et novembre 2020, un retour de l'inflation. Donc, je pense qu'il anticipe quelque chose de moins transitoire que ce qu'on nous décrit depuis quelques mois maintenant. Bon, Régis, vos commentaires, votre analyse de la situation. Transitoire ou pas, c'est difficile de le trancher aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a beaucoup cité le chiffre de 4,2, qui est donc un chiffre qui était attendu à 3,6. Il est sorti à 4,2, donc 3,6 c'était déjà assez fort, il est sorti à 4,2. Mais ça, c'est le chiffre d'avril de cette année par rapport à avril de l'année dernière, qui était donc le mois des grands confinements, etc. Donc on savait qu'on avait un effet de base et qu'on aurait un rebond puisqu'on avait une baisse des prix. Le chiffre qui me semble plus frappant quand même dans ceux qui sont sortis, c'est le glissement mensuel en fait, qui est sorti à 0,9. Donc pour comprendre, il était attendu à 0,3, donc il est quand même sorti 3 fois au-dessus de ce qui était attendu. Et pour qu'on comprenne bien, c'est un chiffre qu'il faut multiplier par 12 pour avoir l'idée. Voilà, pour avoir l'idée de ce que ça voudrait dire. Donc ça voudrait dire qu'on serait sur un rythme pour le mois d'avril de 10% d'inflation. On ne parle plus d'une moyenne de 2%, etc. C'est donc un chiffre absolument colossal. Très probablement, c'est un chiffre un peu bizarre, un point statistique probablement un peu absurde. On l'a cité, il y a les effets des voitures d'occasion qui ont très fortement monté, les effets de reprise, de réouverture de l'économie qui ont fait très fortement monter les prix de transport, etc. Mais c'est une correction par rapport à la baisse des prix de l'an dernier. C'est presque un one-off. Pas le mensuel, pas le glissement mensuel. C'est ça qui est quand même important. Ce n'est pas une correction. C'est le 4,2 qui est une correction, pas le 0,9. Et donc, c'est quand même aussi un chiffre un peu tordu parce qu'il correspond évidemment à une certaine réouverture, mais c'est un chiffre qui est absolument colossal en tant que tel, qui demande à être confirmé sur plusieurs mois, pour lequel il y a un certain nombre d'effets exceptionnels qui peuvent s'atténuer. Corrigé de tous ces effets, ce qui se dit, c'est qu'il serait peut-être à 0,4, 0,5, ce qui fait encore multiplier par 12, 5-6% d'inflation. C'est quand même un chiffre qui est très très fort. Donc, est-ce que la Fed peut résister à ce chiffre? On dit toujours « don't fight the Fed ». Ok, mais est-ce que la Fed elle-même a les moyens, le pouvoir de ne pas lutter contre une inflation qui deviendrait galopante? L'inflation ne deviendra galopante que si effectivement elle est suivie par des hausses de salaire. La hausse des prix en tant que telle ne suffit pas à générer de l'inflation. C'est la hausse des salaires qui est subséquente. La hausse des salaires, pour qu'elle vienne, il faut effectivement, comme ça a été dit aussi, que l'économie reste un petit peu fermée, qu'il y ait moins de dévaluation compétitive de la part des pays émergents. Et peut-être que les aides qui sont aujourd'hui promulguées soient poursuivies, ce qui n'est peut-être pas le cas, etc. Donc la hausse des salaires n'est peut-être pas tout à fait là, mais au rythme d'accélération de la croissance américaine, on va être en plein emploi d'ici la fin de l'année. Donc on peut se dire qu'il serait aussi relativement logique qu'à un moment donné, il y ait une certaine hausse des salaires quand vous êtes en plein emploi. Alors c'est vrai qu'on a vécu des années un peu bizarres où on avait le plein emploi et on n'avait pas de hausse de salaire. Il a fallu tomber à 3,5%. Voilà, on est rentré dans l'idée que même ça commence à se voir. Bon, c'est tout à fait nouveau et c'est tout à fait exceptionnel. Je ne pense pas que les banques centrales puissent se permettre de continuer à alimenter par la création monétaire la masse monétaire alors qu'il y a de l'inflation. Sauf je termine juste, une seconde, pour dire qu'en fait, elles n'ont aussi réciproquement pas vraiment le choix, parce que pourquoi les banques centrales mènent ces politiques aujourd'hui, les deux grandes banques centrales européennes et américaines, c'est aussi pour financer les déficits colossaux. Donc il y a une sorte d'équation qui ne se résout pas, puisque rappelons ce chiffre
incroyable, qui est qu'aux États-Unis, le déficit sur PIB est de 15%. C'est absolument colossal. Si tout d'un coup... Alors, tant que les taux réels restent négatifs, ça va s'ajuster, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des taux réels positifs. Les États-Unis et aucun État européen ne seraient en capacité de les payer. Donc, les banques centrales, elles sont quand même un petit peu coincées par cette affaire. Et c'est pour ça qu'il y a un peu une sorte de danse et de mensonge, en réalité, pour dire, oui, non, mais en fait, on a l'impression qu'il y a l'inflation, mais en fait, il n'y en a pas, etc. Parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas vraiment le choix, en fait. Bon, il y a plusieurs facteurs dans l'équation, effectivement, et je crois que le mois de juin, le mois de la prochaine réunion de la Réserve fédérale sera moins important en termes d'émissions obligataires du Trésor américain. C'est des mois à plus de 400 milliards d'émissions de dette. Donc effectivement, il faut quand même aussi qu'il y ait des acheteurs, et la Fed est un acheteur important de la dette américaine, bien sûr. Sur la question des salaires, Hervé, je veux bien qu'on en redise un mot. Alors j'entendais votre point sur la logique d'investissement et donc de gain de productivité qui se fait généralement au détriment de l'emploi, dans un premier temps en tout cas. Mais c'est vrai que quand on lit les enquêtes, quand on regarde aussi peut-être ce qui s'est passé sur la dynamique du marché du travail américain au mois d'avril, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui mettent comme risque premier ou comme difficulté première leur capacité à recruter. On voit quand même que de ce point de vue-là, il y a peut-être un cocktail en train de se mettre en place qui pourrait peut-être, dans le rapport de force sur le marché du travail, peut-être basculer en faveur des salariés. Est-ce que c'est quelque chose de possible dans les prochains mois, selon vous, Hervé, ou est-ce que nous, on va très vite revenir à un équilibre qui fait que le pouvoir de négociation des salariés restera très faible? Je crois qu'une fois encore, il y a le court terme et puis il y a l'au-delà. Sur le court terme, quand les employeurs se plaignent de la difficulté qu'il y a à trouver les bons profils, il y a quand même des raisons, je dirais, très circonstancielles. Bon, il y a le fait que la maladie est toujours là, tout au moins était toujours là en avril, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont une réticence à retourner sur leur travail. Le travail implique beaucoup de relations avec d'autres. Il y a le fait que les écoles ont été fermées longtemps et donc il fallait s'occuper des enfants. On peut aussi noter un comportement qui est sans doute différent aux États-Unis de ce que l'on a chez nous. Il y a eu des augmentations d'allocations chômage. Eh bien, une partie des gens en a profité pour mettre moins d'ardeur à chercher du travail. Tous ces éléments-là ne sont pas durables. Donc, d'ici à quelques petits mois, vraisemblablement, eh bien, on aura sans doute un retour de ces personnes qui se sont éloignées du marché du travail, un retour vers des recherches d'emploi plus actives que ce qu'on a connu. Donc, il y a ce premier élément. C'est une réalité. Est-ce qu'on doit extrapoler cette réalité avec un taux de chômage de 6%? Si on le calcule peut-être d'une façon plus rigoureuse, qui est au-delà de 6%, c'est pas très crédible comme discours, si ce n'est pour certaines qualifications, si ce n'est peut-être pour certaines régions. Après, est-ce qu'on va se retrouver avec une modification du rapport de force qui ferait que les salaires pourraient accélérer? Moi, je crois que c'est l'objectif final de la politique économique. C'est vrai du côté de l'administration Biden et c'est vrai aussi du côté de la Fed. Quand on écoute les responsables de la Fed, clairement, la maximisation du marché du travail, ça veut dire faire revenir vers l'emploi tous ceux qui s'en sont éloignés, créer les conditions d'une accélération des salaires qui, il ne faut pas oublier cela, pour la Fed, qui, de façon plus structurelle, considère qu'elle est confrontée à une inflation trop basse, a envie que, grâce à une accélération des salaires, l'inflation soit plus élevée. Donc je pense que le premier temps pour... d'ici à quelques mois, on n'en parlera pas. Il y a des contresens donc à ne pas commettre aujourd'hui. Par contre, après, l'œuvre qui consiste à maximiser le travail, qui consiste à permettre une accélération des prix, peut-être aidée par la volonté de l'administration Biden d'accroître le taux de syndicalisation dans le pays. N'oublions pas que c'est un élément important des plans de relance Biden. Tout ça peut-être
mais pour le moment, ça ne se dessine pas vraiment. Oui, c'est pas dans le paysage pour les prochains mois en tout cas. C'est quelque chose à surveiller sur du moyen long terme. Bon, sur les marchés actions, vous le disiez tout à l'heure, Alexandre, et j'aimerais bien qu'on en redise un mot. Effectivement, en relatif, les actions européennes la tiennent mieux que les actions américaines. Il y a évidemment le sell-off de la tech aux États-Unis. Et c'est vrai que jusqu'à présent, alors la tech sous-performait, mais là, non seulement elle sous-performe, mais elle se met à baisser. C'est des baisses de 2% qu'on voit sur quelques séances là pour le Nasdaq. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on change de phase de marché? C'est-à-dire que globalement, c'est une problématique de flux. Pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tout le monde a acheté de la tech au fur et à mesure que ça montait. Donc, c'est probablement la principale surpondération de beaucoup de portefeuilles. Aujourd'hui, quand vous avez un marché qui se cherche sur ces niveaux qui sont quand même très élevés, là où vous essayez de prendre du profit, c'est là où vous avez le plus de profit et là où vous avez vos plus grosses positions. La tech rencontre tous ces critères. Donc c'est logique quelque part, d'autant plus si on attend que la Fed et la BCE et toutes les grandes banques centrales soient moins accommodantes. On va plutôt sortir des valeurs qui ont la prime de risque la plus faible. Donc ça, c'est logique. À côté de ça, pourquoi relativement ça profite à l'Europe? Parce que les indices européens sont quand même plus value et moins chers de façon générale. Et si on regarde à l'intérieur des indices européens, depuis maintenant 6 mois, grosso modo, ça profite aux valeurs les moins chères et celles qui profitent le plus de la reprise économique. Donc il y a eu l'automobile, mais il y a aussi les minières, etc. etc. Donc, c'est dû au flux, premièrement, à la composition des indices, deuxièmement, et à ce qu'anticipe le marché, à savoir avec cette augmentation de l'inflation, des politiques de banque centrale plus restrictives. Et c'est un vent ou une tendance contre laquelle on n'a pas envie de se mettre aujourd'hui? Est-ce que, maintenant que ça dure depuis quelques mois quand même, est-ce que, je sais pas, tactiquement ou stratégiquement, on a peut-être envie d'être un peu contrariant par rapport à cette logique de flux, effectivement, que vous décrivez très bien, Alexandre? J'aurais tendance à attendre que la tempête se calme un petit peu sur la tech. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, on l'a tous dit, un sell-off. Et ce genre de sell-off, on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Au regard des positions accumulées, comme vous dites, depuis 10 ans sur ces valeurs. Ce n'est pas en 3 mois que ça se règle. Exactement. Et on le voit, parmi les GAFA, il y en a pas mal qui ont fait un plafond depuis 1 an maintenant. Donc, est-ce que c'est le grand retournement? Peut-être pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut être contrariant en allant sur la tech? Je ferai un petit peu attention. Pareil sur l'autre versant, sur la value, qui a quand même très fortement profité du début de réouverture des économies. On a eu des performances sensationnelles. Peut-être qu'une partie du chemin est faite. Peut-être que le marché a pricé le début de cycle, ça y est. Donc j'aurais plutôt tendance à me transposer sur ce qui n'a pas marché justement de façon contrariante, qui est plutôt la croissance défensive avec des secteurs comme la santé, ou ceux qui distribuent de gros dividendes comme les télécoms par exemple. Donc ça, c'est des secteurs qui ont sous-performé depuis maintenant 12 mois environ. J'aurais tendance à y retourner puisque c'est les valeurs qui fonctionnent bien en milieu de cycle. Et on le voit, le marché anticipe toujours une étape devant et de plus en plus en avance. Donc j'aurais tendance à me transposer un petit peu sur ces valeurs-là en diversification. C'est le moment des secteurs boring, quoi. Peut-être. Ah, j'aime bien cette idée. Bon, Régis. Attendez, c'est passionnant. C'est passionnant et c'est très intéressant fondamentalement. Mais sur le plan boursier, c'est un peu boring. Sanofi et compagnie, ça fait rien depuis 1 an minimum. Je ne reviens pas tellement au-delà. On partait d'un point de surperformance qui était très fort il y a 1 an. Il faut se souvenir où on était effectivement quand on fait une comparaison sur 1 an. Mais je suis d'accord avec l'idée que ce sont des secteurs qui ont pas mal sous-performé récemment et qui donc présentent de l'intérêt. Mais quand on regarde sur 1 an, il faut se souvenir où on était à 1 an, le marché était 40% plus bas et les seuls secteurs qui avaient été en hausse à ce moment-là, enfin un des seuls secteurs, c'était précisément la pharma, parce que le monde était obnubilé par la pharma avec l'idée que c'était le seul secteur qui allait se tirer de cette pandémie. La réalité a été bien différente et bien au contraire, la pharma est probablement l'un des secteurs qui a été le plus pénalisé. Alors pas toute la pharma, il y a toute une partie de la pharma, tout ce qui est fourniture de matériel, etc. Life Science qui lui a bien profité ça, d'accord. de la crise. Mais là on parle des labos. Mais le labo de recherche pharmaceutique, la recherche pharmaceutique a été plutôt ralentie par le Covid.
la visite des gens chez les médecins, à l'hôpital, etc. a été ralentie. Les traitements des maladies ont été ralentis. C'est plutôt un secteur qui, en réalité, contrairement à l'intuition qu'en avait le marché il y a un an, a plutôt été pénalisé par la crise et plutôt quand même un secteur qui aussi devrait bénéficier d'une renormalisation, si renormalisation il y a. Donc plutôt, non mais c'est un cas intéressant, plutôt un bon moment, vous dites là peut-être, pour s'intéresser au secteur pharma. Absolument. Avec absolument. la réouverture des économies, est-ce qu'on peut dire aussi que la mauvaise publicité peut-être de voir des tensions parfois entre certains labos, des pouvoirs publics aujourd'hui sur la question des vaccins, Covid, est-ce que cette mauvaise publicité est passée? La question des brevets qui a été soulevée aussi, alors évidemment qui peut être un risque majeur pour la pharma, mais est-ce que La question des brevets est un risque majeur. Si on ouvrait cette boîte de Pandore de l'ouverture des brevets, ce serait un drame absolu pour le débat, semble-t-il, était assez vite recadré du secteur. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement inimaginable aujourd'hui. Encore une fois, ce serait petit à l'échelle du secteur, mais ce serait terrible sur le plan du symbole et de tout ce que ça implique et de toute la recherche pharma pour des décennies entières. Donc je pense que ce serait très, très grave et je crois que assez rapidement, Madame Merkel en personne a dû intervenir puisqu'elle défendait en particulier BioNTech qui est une société un peu allemande, mais enfin bon, je pense qu'elle a fait une intervention pour essayer de calmer un peu les ardeurs dans ce domaine. C'est un risque, mais à mon avis qui est mineur parce qu'il serait beaucoup trop grave. Juste sur la rotation et sur les vaccins, juste il faut avoir en tête que les vaccins c'est très important pour certains labos, mais ça n'est pas très important dans l'univers de la pharmacie. Ce qui compte dans l'univers de la pharmacie et de la recherche et développement, c'est quand même beaucoup plus les traitements au long cours que les vaccins en infectiologie proprement dite, sur le plan de la valorisation boursière. Et sur le plan de la rotation, oui, c'est intéressant de voir que les marchés européens ont bien réagi. Assez bizarrement d'ailleurs, sur les taux, ce sont les taux européens qui réagissent le plus aux chiffres d'inflation américaine. Alors ça, je ne sais pas trop expliquer, non seulement ils réagissent aujourd'hui, mais depuis la fin mars, les taux américains ont arrêté de monter. Je le disais, les taux longs sont encore en dessous des niveaux, les pics qu'on avait atteints fin mars aux États-Unis, alors que le mouvement s'est prolongé en Europe. Sur l'Europe. Alors, est-ce que c'est lié à la structure des marchés actions elle-même, qui est beaucoup plus en Europe cyclique, industrielle, et donc bénéficie beaucoup plus de ce mouvement récent d'inflation ou de voilà, c'est peut-être, ce serait étonnant que ce soit les actions qui influencent les marchés de taux, parce que normalement c'est plutôt l'inverse. Mais en tout cas, il y a ce phénomène qui fait que ça a amplifié la rotation sectorielle, évidemment, en Europe, plus qu'aux États-Unis. Hervé Goulet-Kerr, d'ailleurs, effectivement, c'est intéressant, là. Pourquoi est-ce que les taux longs européens continue de monter, au-delà de la séance du jour, mais depuis un mois, effectivement, on voit une poursuite de la remontée des rendements obligataires en Europe quand elle s'est mise en pause, on va dire ça comme ça, aux États-Unis. Est-ce que les investisseurs mettent un prix sur la croissance à venir en Europe du fait de la réouverture? Est-ce que c'est le rationnel le plus évident? Est-ce que la question des débats aussi peut-être au sein de la Banque centrale européenne peut provoquer quelques crispations de ce point de vue-là? Moi, j'ai l'impression que, alors, il y a ce qui se passe aujourd'hui, j'en parlerai dans un deuxième temps. Si on prend un peu de recul, voilà, sur les quelques dernières semaines, quelques petits mois, j'ai l'impression que l'arrêt de la hausse des taux longs américains, on était un peu à la baisse, disons que maintenant on est sur un plateau depuis fin mars, début avril. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à l'avance que les États-Unis ont pris en matière de sortie de la crise épidémique, c'est-à-dire que dans un premier temps, les marchés obligataires ont fait le pari de la normalisation, donc de l'accélération pendant un premier temps forte de la croissance. Ça a poussé évidemment les taux longs à la hausse. Et puis après, une fois que ce mouvement était enclenché, il est possible que les investisseurs aient regardé un peu plus loin et se soit dit, au-delà de 2 ou 3 trimestres, on aura forcément un ralentissement de la croissance. Et donc, l'ampleur du ralentissement n'est pas très bien connue et ça justifie une accalmie en matière de dynamique haussière des taux longs.
si je puis dire, l'Europe a pris le train en marche, parce que pendant longtemps, il y a eu des retards dans cette sortie de la crise. On l'avait estimé au premier trimestre, après au début du second trimestre. Finalement, ça va être au milieu du second trimestre. Mais aujourd'hui, je vous dirais depuis quelques semaines, eh bien, on sait que le rebond est engagé et donc qu'il y ait encore une dynamique plus de court terme sur les taux longs européens, moi je crois que c'est à peu près normal. Et dans ce cas-là, il faudrait aussi admettre l'idée que ça ne durera pas. Il y a un moment où, comme aux États-Unis, on s'interrogera sur l'étape suivante. Et c'est une étape, je l'ai dit, qui se dessine assez mal. L'ampleur de la croissance, la réalité de l'inflation, on ne sait pas très bien. Quant à la réaction du jour, j'ai quand même l'impression que la lecture, c'est tiens, il y a plus d'inflation aux États-Unis. Ça veut dire que la croissance là-bas doit vraiment être bonne. L'Europe va en profiter. L'Europe est quand même une zone relativement ouverte sur le reste du monde. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Donc on va profiter de la croissance américaine. On va peut-être finalement avoir un tempo meilleur que ce qu'on attendait. Et ça peut justifier, dans un premier temps, des taux longs plus élevés. C'est l'approche économique que je proposerais, mais je comprends très bien qu'il y ait d'autres approches. Et c'est vrai que le décalage, quand même, rend un peu mal à l'aise. Bon. Non, mais c'est vrai qu'il y a des débats animés visiblement au sein de la Banque Centrale Européenne. Certains aimeraient que là aussi, la réunion du mois de juin soit déjà peut-être une réunion qui permette d'avancer dans la communication pour commencer à dessiner peut-être une réduction progressive des achats. Votre sentiment sur les taux européens, en l'occurrence, Alexandre Taïeb, ils montent pour les bonnes raisons à ce stade ? C'est ce que disait Hervé, c'est-à-dire qu'à mon avis, on price une reprise avec la réouverture, on essaye de voir la prochaine étape, et puis peut-être qu'il y a aussi un écart de taux réel qui se resserre entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'en fait, historiquement, les deux banques centrales prennent des mesures à peu près de concert en termes de timing. Et à un moment donné, on s'était posé la question de est-ce qu'il ne peut pas y avoir une dissociation entre les deux ? Oui. Eh bien, peut-être que le marché se dit que la reprise va être générale et que donc les mesures des différentes banques centrales vont être générales. Ouais. Donc c'est assez logique. Qu'à quelques mois après, les calendriers seront les mêmes, d'une certaine manière. Voilà. Et donc il est logique qu'en termes de taux réels, ça se resserre un petit peu entre les États-Unis et l'Europe. Ouais. Mais je vois que ça comme explication. Ouais. C'est une bonne nouvelle que les taux longs remontent également en Europe c'est une très bonne nouvelle pour la partie value, comme on l'évoquait, du marché, qui est de la quantification. C'est une bonne nouvelle notamment pour les secteurs financiers qui influencent autour de beaucoup d'autres secteurs. Comme je disais, ça peut être une nouvelle extrêmement inquiétante pour les États qui, encore une fois, se financent. Alors évidemment, vous avez une duration de 7 ans qui se finançait à moins quelque chose, et puis qui aujourd'hui se finance à zéro. La tendance, vous savez, je crois... La France a 10 ans qui finance à 0,20, c'est un problème. Qui n'avance pas, recule les taux, à mon avis, soit ils montent, soit ils baissent. Et quand ils arrêtent de baisser, c'est qu'ils sont partis pour monter. Alors c'est sûr qu'on peut supporter 0% ou moins 0,12 comme on est en Allemagne aujourd'hui, ou moins 0,40 ou même plus. Mais c'est la fin du whatever it takes budgétaire sans contrepartie. Voilà, c'est la fin de ce moment-là. Peut-être en tout cas un signal gênant pour les déficits budgétaires. Ça pourrait l'être. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à Planète Marché. Régis Béguet, le directeur des actions de Lazard Frères Gestion, était avec nous en plateau, aux côtés d'Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management, et Hervé Gouletker. Merci à vous, Hervé, de nous avoir accompagnés par téléphone, Senior Economic Advisor d'Accuracy.